Bonjour et bienvenue dans ce second épisode de La Jaquette. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un film que je trouve assez mal aimé, surtout parce qu'on essaie de le comparer au précédent opus, alors qu'au final, ce sont deux films qui sont deux reboots. Je parle de Godzilla, celui de Gareth Edwards, britannique, plutôt doué, mais bon, on va pas commencer à parler dès maintenant. Et on va parler déjà de la jaquette. Et la jaquette que j'ai devant les yeux, c'est on voit Godzilla de dos, dans ce qui semble être San Francisco, avec des petits bonhommes, des petits soldats derrière, avec leur petite fusée éclairante, qui est d'ailleurs devenue l'une des scènes les plus montrées dans les bandes annonces. Et le tout baigné dans une ambiance très rouge, très chaude, on peut même dire. Et quand je retourne, alors là, je vois notre petite tête de Godzilla, pas content, avec des hélicos autour de lui, et on nous marque un gros titre à côté de tout le ciné, un blockbuster explosif. Alors certes, c'est un blockbuster, mais alors le coup du explosif, je pense qu'on est complètement à côté. Je pense que le marketing est clairement passé à côté du film, puisqu'on continue. En dessous, cette aventure spectaculaire oppose Godzilla, le monstre le plus connu au monde, contre des créatures malveillantes qui, renforcées par l'arrogance scientifique de l'homme, menacent notre existence. Ah. Ouais, alors je pense qu'en fait on est carrément passé... Enfin, la personne qui a écrit ça est passée à côté du film, complètement, elle l'a pas vu, ou elle a juste lu une petite couverture de presse, parce que on est complètement à l'ouest, en tout cas vis-à-vis de ce que le film montre et vis-à-vis aussi de ce qu'on comprend du film, et plutôt de ce que j'ai compris et ce que j'aime de ce film, parce que ouais, j'aime ce film. Qu'est-ce qu'il y a à savoir en plus sur cette pochette là? Il n'y a pas grand chose sur la pochette en fait, il y a surtout beaucoup de texte, pas forcément intéressant. On sait que c'est la Warner et les Legendary Pictures qui nous font ce petit film, que effectivement il est réalisé par Gareth Edwards, qu'on retrouve Aaron Taylor Johnson dedans, Ken Watanabe, Elizabeth Olsen, Juliette Binoche, Sally Hawkins, David Strathairn et Bryan Cranston. Voilà. Et on va en parler un peu plus longuement, surtout de quelques acteurs. Et puis voilà. Globalement déjà le Blu-ray est de bonne facture en tout cas au niveau de l'image, donc ça c'est cool. Donc on va pas en dire plus, c'est plutôt le film qui nous intéresse et pas la qualité de l'image, parce que à la limite tu peux le prendre en DVD ou en Blu-ray 4K, quoique je l'ai pas trouvé en Blu-ray 4K. Peu importe en fait. Je pense que ce qui est intéressant c'est le film en lui-même. Et donc je disais, pour parler plus précisément du film, qu'il est réalisé par Gareth Edwards, qui est, avant d'être réalisateur, il avait une autre vie, puisque c'était un créateur d'effets spéciaux britannique, pour de nombreux networks tant britanniques que américains, notamment pour la BBC, pour de nombreux de ses documentaires. Et il s'est lancé dans un premier film, Monsters, qui était sorti en 2010, je crois, qui était un film de monstres, d'ailleurs, qui ne nous montrait pas trop les monstres, qui faisait plutôt que nous ressentir les monstres, un peu à la manière de Cloverfield. Les seuls moments d'ailleurs où on voit les monstres, on voit juste des morceaux de jambes. Et c'est un film assez cool, assez bien foutu, pas beaucoup d'effets spéciaux, justement, tout petit budget, et grosse impression au moment de sa sortie, à tel point que quand on voit que la Warner lui confie les clés de Godzilla, ça fait plaisir. Et puis derrière ce Godzilla, qui a je crois rapporté quasiment 600 millions de dollars pour 160 millions de mise, c'est pas mal, je pense qu'il est rentré dans ses frais. Il s'est fait embaucher par Disney pour faire Rogue One Star Wars Story, qui est certainement ce qui nous arrivait le mieux depuis l'épisode 6 de Star Wars, qui est franchement génial, qui part d'un épiphénomène et qui va nous faire une fresque absolument grandiloquente et grandiose sur cette petite équipe qui nous a offert les plans de l'Étoile Noire.
Et dans tous ces films, dans ces 3 films, on voit une chose, c'est que le père Garrett, il est doué. Il est doué pour filmer, et surtout pour cadrer, pour filmer gigantisme. Alors effectivement, c'est facile quand tu rajoutes les images après coup, hein, des images de synthèse. Mais quoi qu'il en soit, avant même qu'elles soient présentes, il faut être capable de bien foutre sa caméra pour pouvoir avoir le bon angle, pour pouvoir faire apparaître ce qu'il y a à l'arrière-plan gigantesque comparé à tes personnages ou à tes bâtiments ou à autre chose qui est à l'avant, au premier plan. Pour ça, il est vraiment doué. Enfin, effectivement, il y a toutes les apparitions de Godzilla, là, dans Godzilla, ou même des Muto, qui sont les grosses vilaines bébêtes qui en veulent, soi-disant, terriblement à l'humanité, alors qu'en fait, pas du tout. Ils s'en foutent complètement. Ce qu'elles veulent, c'est du combustible nucléaire pour se nourrir, pour devenir suffisamment fortes pour se foutre sur la gueule avec Godzilla. Et c'est tout ce qu'on attend, d'ailleurs. Hein. Puisque on est sur du kaiju Ega, du film avec des kaiju et des gros monstres qui se foutent sur la gueule. Et d'autres l'ont compris aussi que c'est génial comme type de film. Hein. On prend bien son pied face à ça. Hein. Guillermo del Toro avec Pacific Rim, le premier, c'est totalement ça. Donc c'est au premier abord, ça paraît complètement décérébré, mais bon sang, quel plaisir, quoi. Ça nous permet d'avoir des images magnifiques, ça nous permet d'avoir de la mise en scène de folie. Enfin, moi, je suis client. Hein. Et outre, effectivement, ce réalisateur, on a un casting qui est plutôt balèze. Hein. On retrouve donc Aaron Taylor-Johnson, qui était Kick-Ass, dans le 1 et le 2, on retrouve Bryan Cranston, qui, en premier lieu, était Hal, le papa de Malcolm, papa absolument terrifiant, irresponsable et génialissime de Malcolm, qu'on retrouve d'ailleurs après, beaucoup plus tard, qui a une carrière qui a décollé vraiment sur le tard, hein, puisque c'est que récemment, vraiment, on retrouve sur des grosses productions. Elizabeth Olsen, qui était l'une des sœurs Olsen, donc on avait d'un côté les jumelles, de l'autre côté Elizabeth Olsen, maintenant qu'on voit essentiellement dans les Marvel, puisqu'elle est la Red Witch, donc on va la voir bientôt dans le film WandaVision, on l'a vu dans Avengers, l'âge d'Ultron, enfin voilà, bref, en gros on la voit dans le MCU. Et on retrouve Kano Watanabe, qui est l'un des acteurs japonais les plus américains. Surtout depuis qu'il a fait Le Dernier Samouraï avec Tom Cruise. Très bon film, je conseille. Pareil, ça casse pas 3 pattes à un canard quand on lit les critiques. Mais après, quand tu regardes le film, tu te dis, c'est quand même vachement bien. Tu découvres quand même un peu beaucoup ce système, ce décalage qu'il y avait entre le système féodal japonais donc celui que défendent les anciens samouraïs et ce que a voulu imposer l'empereur et les Américains en débarquant au Japon. C'est vraiment bien. Et on a donc Juliette Binoche, qui est la petite Frenchie, qui fait pas long feu dans le film, mais on s'en fout, elle est là. Quoi dire d'autre sur cette équipe du film? Le scénariste n'est pas super connu. Par contre, on a 2 script doctors qui ont été dépêchés par la Warner pour écrire quelques parties du scénario. On a Frank Darabont, qu'on connaît très bien pour Les AVD, pour La Ligne Verte, et aussi, là, dans ce cas-là, c'est pour sa capacité à écrire les monstres qu'il a été appelé. Ça a été puisqu'il a fait le téléfilm The Mist, qui est génial, qui est très très bien à regarder pour un téléfilm, c'est vraiment super, qui arrive à faire jouer d'ailleurs, comment il s'appelle ? J'ai bouffé son nom, qui jouait The Punisher, Thomas Jane, voilà, à peu près correctement. Donc ça aussi c'est une belle prouesse. J'aime Thomas Jane, attention, c'est juste qu'il joue comme une savate, mais sinon, en gros, j'aime bien quand il se lâche en fait. Et on a David S. Goyer, qui est le scénariste des Blade, quand même. Hein. Donc, alors certes, on oublie Blade Trinity, mais Blade 1 et 2 sont très bien. Et qui est aussi le scénariste des Batman de Christopher Nolan. Donc pareil, c'est pas un manche.
Donc voilà pour tout ce qui est équipe, et après pour le film en lui-même, c'est ce que je vous ai dit, hein, c'est du Kaiju-Eiga, c'est du film de monstre, et alors effectivement, en premier lieu on se dit ah ça part assez mal, enfin une fois de plus ça part c'est de la faute des humains. Alors en soi oui, c'est de la faute des humains d'avoir sorti les Mutos d'un cadavre de la même espèce que Godzilla. Hein. En gros, dans une mine, ils ont creusé un peu trop profond, bizarrement, un peu comme les nains dans Le Seigneur des Anneaux, et ils ont mis la main sur un cadavre d'une créature gigantesque, enfin ce qu'il en reste, hein, du squelette, donc d'un même membre de l'espèce de Godzilla. Et dedans, il y a des espèces de petites spores qui décident de récupérer. Enfin, il en reste une, l'autre, elle a éclos. Et ce qu'il y avait dedans s'est barré. Et forcément, ce qu'il y avait dedans s'est barré, et s'est barré vers le truc le plus proche, vers la centrale nucléaire la plus proche, qui est au Japon, étrangement. C'est juste pour dire, bon écoutez, on pense un peu au Japon, Godzilla, créature japonaise, paf, allez, pour faire au moins un clin d'œil, c'est tout de même beaucoup mieux que ce qu'a fait Roland Emmerich dans son Godzilla, que certains aiment beaucoup plus. Hein. Moi, je ne supporte pas ce film, je ne supporte pas le Godzilla qui nous montre, je ne supporte pas la mise en scène, je ne supporte pas la musique, je ne supporte pas les acteurs. Enfin bref, ce film me sort par les yeux, je l'ai vu au cinéma quand j'étais gamin, même étant gamin, c'est dit, j'avais 14 ans. Déjà, je suis sorti, j'ai fait c'est quoi cette merde. Bref. Je reviens. Revenons à nos moutons. Et cette créature se barre vers la centrale nucléaire la plus proche pour se nourrir, qui se situe au Japon, là où travaillent Bryan Cranston et Juliette Binoche, et leur fiston qui est pas encore Aaron Taylor Johnson, qui est encore un petit garçon. Et ils bossent tous les deux dans cette centrale, et le Muto, voulant se nourrir du nucléaire, commence un peu à tout péter, et détruit du coup la centrale nucléaire. Et là, moment où Juliette Binoche meurt étouffée par de la vapeur nucléaire. Quelques années plus tard, on retrouve Aaron Taylor Johnson dans un avion en tant que militaire qui rentre d'une mission. Et au moment où il retrouve sa petite famille, donc sa petite femme incarnée par Elizabeth Olsen et son petit garçon, son téléphone sonne, et l'ambassade américaine lui dit « Ah, ton papa, il a au Japon, je veux dire, ton papa, il a des problèmes avec la police japonaise, il a été retrouvé en zone interdite. Donc cette zone interdite étant la zone autour de la centrale nucléaire qui a explosé au Japon. Se disant, il y a des fuites nucléaires. On sait que de toute façon, le gouvernement, et c'est la vérité, puisque des scientifiques forcément irresponsables se sont mis à étudier ce qui avait détruit la centrale, qui est la fameuse spore du Muto, qui s'est accroché au réservoir où il y a le combustible nucléaire. En gros, c'est ça, forcément, toujours irresponsable, on l'étudie, ça réagit pas, qu'est-ce qu'on fait? On veut le tuer, sauf qu'en le tuant, il le réveille. Et là, ça commence à être la merde, puisque tu as le petit Muto qui est espèce de... Enfin, petit, c'est vite dit, il fait genre 30 mètres de haut quand même. Hein. C'est un beau bébé. Qui s'échappe, qui s'envole, et c'est à ce moment-là que l'armée américaine arrive, récupère le quasi-cadavre de Bryan Cranston et Aaron Taylor Johnson, qui est militaire, rappelons-le, pour les emmener sur un porte-avions nucléaire américain avec Ken Watanabe et son équipe de scientifiques pour savoir ce qui se passe, pour qu'on explique et pour qu'on poursuive ce vilain Muto. Et c'est à ce moment-là que on sait que Godzilla va arriver. Voilà en gros l'histoire. Si je raconte plus, je spoil, c'est pas bien, c'est pas gentil. Et qu'est-ce que j'ai aimé dans ce film? Justement, le gigantisme. La façon dont Godzilla est montré, la façon dont les Mutos sont montrés, la façon dont ils se foutent sur la gueule, hein, clairement. Les affrontements de monstres sont assez impressionnants, relèguent vraiment les humains
au second plan, ça détruit dans tous les sens, ça se fout complètement de l'humanité, c'est tellement bien, ça fait tellement plaisir. Et surtout, Godzilla ne vient pas défendre l'humanité, comme on nous dit. Godzilla vient juste se débarrasser de monstres qui menacent son propre équilibre. Pareil, les scientifiques nous disent c'est pour rééquilibrer la nature. En fait, non, les moutons sont des parasites des mêmes créatures que Godzilla. Donc en fait, Godzilla vient juste défendre son bout de gras et surtout le fait que lui puisse subsister et pas ces deux espèces-là. Godzilla, c'est un peu comme... c'est le reflet de l'humanité, en fait. En soi. C'est l'humain détruisant tout ce qui lui pose opposition. Godzilla fait la même chose. Mais Godzilla détruit tout ce qu'il a autour de lui, il s'en fout complètement pour pouvoir parvenir à ses fins. Enfin, en tout cas, moi je l'ai perçu comme ça. Sauf que en fait, c'est quelque chose qui est établi par la nature et pas par l'humain. Donc globalement, la nature détruit tout ce qui la gêne aussi. Enfin, en tout cas, c'est le message que j'ai vu, que j'ai perçu dans le film. Après, peut-être que je vais trop loin et peut-être parce que je suis un salaud, mais c'est ce que j'ai vu en tout cas. Et voilà. Après, qu'est-ce que j'ai aimé d'autre dans le film ? Les effets spéciaux, ils sont bien foutus. La photo aussi, la photo est folle. Alors certes, le scénario est bancal, les versos ils sont parfois écrits avec le cul, on s'en fout, l'image elle est belle, il y a des scènes, c'est juste magnifique, l'apparition de la femelle Muto au-dessus sous et au-dessus d'un pont ferroviaire, elle est magnifique. Le saut à l'eau que font les soldats qui sont chargés de récupérer le petit missile nucléaire destiné à attirer les Muto et Godzilla au loin de San Francisco. Au moment où ils sautent, où ils allument leur torche, enfin pas torche, mais leur fusée éclairante quand ils descendent dans le ciel. Ah, ça fout des frissons. Chaque apparition de Godzilla fout des frissons. La première apparition de Godzilla qui va arriver sur Terre, la mer se retire et forme un tsunami par la suite. C'est génial. Enfin, franchement, j'admire ce qui a été fait. Vraiment, il y a la scène aussi d'apparition du Muto mâle à Hawaï, puisqu'à un moment on les retrouve à Hawaï. On aperçoit, ça se passe en plusieurs temps. On est d'abord au niveau des soldats qui cherchent un sous-marin nucléaire russe qui a disparu et qui se retrouve être sur Terre à Hawaï. Et d'abord on aperçoit les soldats, puis on aperçoit le sous-marin, et d'un seul coup la perspective change, on passe au-dessus, et là on voit le Muto qui est gigantesque face à ce qui reste du sous-marin. Donc ouais, c'est ça, en fait c'est un peu le talent de Gareth Edwards, c'est cette capacité en fait à nous faire ressentir qu'il y a toujours plus grand que soi. On l'a eu dans Rogue One, quand on a par exemple la première scène du film, où on aperçoit d'abord un transport impérial, puis on aperçoit un croiseur impérial, puis on aperçoit l'étoile noire, et chaque fois qu'on recule un peu la caméra, on a toujours plus de gigantisme. Donc ouais. Donc voilà, Godzilla, si t'as pas vu, vraiment, je te conseille de regarder. Ne serait-ce que pour le mettre en comparaison avec le précédent. Peut-être que tu as aimé le précédent et que tu vas pas aimer celui-là. Peut-être que tu n'as pas aimé le précédent et tu vas pas aimer celui-là. Mais en tout cas, ça a fait preuve, ça a montré que la Warner veut aussi se lancer dans son Cinematic Universe, et là, mettre en scène des monstres, se faire un Kaiju Ega Cinematic Universe, puisqu'on a eu ce Godzilla, on a eu Godzilla Kings of Monsters, on a eu Kong Skull Island, et bientôt on va avoir Kong vs Godzilla, et ça va être trop bien, je pense, j'espère. En tout cas, je demande qu'à voir ça. Et puis voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Tu sens que j'ai bien aimé le film, alors t'inquiète pas, un jour je
Je vais parler de films que j'aime pas aussi, hein, même si j'ai tendance à pas les acheter. Hein. Enfin, c'est un peu con d'acheter un film que t'aimes pas, je trouve, mais ça peut se faire. En tout cas, si t'as aimé cet épisode, t'hésites pas à me le dire. Si t'as pas aimé cet épisode, t'hésites pas à me le dire. Si t'as des suggestions à faire, t'hésites pas à me le dire. Si t'en as pas, tu peux me le dire aussi, ça sert à rien, mais tu peux me le dire aussi. Et puis, si dans tous les cas, tu peux ou ne pas partager, je t'oblige à rien. En tout cas, je te dis à dans 15 jours pour le 3e épisode de La Jaquette. Salut! I want to talk to somebody in charge. You are not fooling anybody when you say that what happened was a natural disaster. You're lying. It was not an earthquake. It wasn't a typhoon. Because what's really happening is that you're hiding something out there. And it is gonna send us back to the Stone Age! God help us all. In 1954, we awakened something. Well, there's nuclear tests in the Pacific. Not tests. They were trying to kill it. You have no idea what's coming. Can you kill it? The arrogance of man is thinking nature is in our control. And not the other way around.